Bon, et il faut que je vous parle d'un truc. Et ce truc, c'est une puce qui aurait la faculté de réduire considérablement le rayonnement électromagnétique qui est émis par un appareil électrique à partir du moment où on la lui colle dessus. Et du coup, ça a un effet bénéfique pour l'être humain, une sensation de bien-être, et ce, à partir d'un quart d'heure d'utilisation. Donc ça fait rêver quand même. Non, parce que si ça marche sans pour autant perturber le fonctionnement de l'appareil électrique, bah, c'est un peu la découverte du siècle, quoi. Alors, petite parenthèse sur les champs électromagnétiques. Comme vous le savez sans doute, un courant qui circule produit un champ électromagnétique. C'est un champ qui est composé de deux formes d'ondes qui se propagent à la vitesse de la lumière. L'une est électrique et l'autre est magnétique. Les champs dont la fréquence est inférieure à celle de la lumière visible, donc ça sous-entend les ondes de radio AM, FM, les téléviseurs, les téléphones portables, les micro-ondes aussi des fours, les satellites, le Wi-Fi, le Bluetooth, etc., n'ont pas l'énergie suffisante pour ioniser la matière, contrairement aux rayons X, rayons gamma, rayons alpha, etc. Et de nos jours, on baigne quotidiennement dans des flux de champs électromagnétiques permanents qui sont essentiellement composés d'ondes dont les fréquences sont généralement inférieures à 300 GHz, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez d'énergie pour ioniser les êtres vivants. Donc, ils ne peuvent pas altérer leur constitution moléculaire. Je referme donc la parenthèse. Cela étant dit, il y a apparemment des gens qui ont développé une sensibilité accrue à certaines de ces ondes, et ça peut se manifester chez eux par certains troubles ou des effets différents en fonction de la personne. Personnellement, je n'en connais pas, mais ça ne veut pas pour autant dire que ça n'existe pas. Enfin bref, revenons au sujet du jour qui est cette puce anti-ondes électromagnétiques. Alors, un abonné qui se prénomme Julien et qui habite à Vélizy-Villacoublay dans le 78 m'en a fait parvenir une. La voici. En fait, il l'a acheté sur le site du revendeur fabricant. Il a quand même payé 75 €. Et visiblement, ça n'a pas eu beaucoup d'effet sur lui. Donc, il me l'a fait parvenir pour que je l'analyse et que je fasse des mesures avec. Mais d'abord, je vous propose qu'on aille faire un petit tour sur le site internet du fabricant et vendeur de ce produit qui, comme vous allez le voir, regorge de tas de produits what the fuck tout aussi surprenants et insolites les uns que les autres. Alors voilà le site en question, vous avez l'URL ici. Le fabricant c'est I Like, et si cette petite croix ressemble à une croix suisse, c'est parce qu'ils le sont. Et bon, pour les plus curieux d'entre vous, je vous laisse voir par vous-même tous les produits qu'ils proposent parce qu'il y en a quand même énormément et il y aurait beaucoup de choses à en dire. Et ce n'est pas le sujet de la vidéo. Bref, ce qui nous intéresse plus particulièrement, ça se trouve ici, c'est les métaconvertisseurs. Alors, on a un petit speech qui nous explique à quoi on a affaire et comment ça marche. Alors, inutile de préciser que j'ai pas tout compris, mais je pense que j'ai pas un QI suffisant pour ça. Il y a visiblement beaucoup de produits qui sont proposés et qui sont basés sur les mêmes principes. Donc pareil, je vous laisserai aller voir en détail ce qui vous interpelle. Par contre, en les parcourant, je me suis rendu compte qu'on est globalement dans les mêmes gammes de prix. Par exemple, si on va voir la puce 5G mobile, on se rend compte qu'elle coûte 89 €. Ensuite, si on va voir par exemple le e-chip qui nous concerne plus particulièrement, il coûte en effet 75 €. Et si on va en voir, je sais pas, un troisième, disons le food chip, on est aussi à un tarif de 75 €. Donc, c'est pas des achats qu'on fait à la légère. Hein. Alors, si on va voir justement le e-chip, donc voilà ce qu'ils nous en disent. L'e-chip convient à tous et tout ce qui concerne le courant électrique. Placez les chips sur l'écran d'ordinateur, sur la lampe, sur l'imprimante, sur la prise électrique, etc. Simplement le coller et en faire l'expérience. Vous obtiendrez plus d'informations détaillées de la part de votre conseiller iLike. C'est génial, non? Moi j'ai hâte de voir les résultats, vraiment. Ah oui, et la durabilité aussi dure au moins 30 ans. C'est-à-dire qu'on colle la puce sur l'appareil et on est tranquille pour 30 ans. Donc en gros, l'appareil mourra forcément avant le chip parce que de nos jours, un appareil qui dure 30 ans, ça n'existe plus. Et là, juste en dessous, il nous montre des mesures et preuves et vous noterez le terme preuve.
Donc la première image montre un facteur de santé du corps de 39% avant l'utilisation du chip et de 68% après. Ok. On a ensuite un dessin d'une carte vectorielle du cerveau, donc je ne sais pas ce que ça veut vraiment dire. À gauche, il y a une grosse tension comme on le voit, et à droite, beaucoup plus équilibré avec le chip. Bah oui, c'est évident. Hein. Donc ça, c'est leur preuve. Hein. Donc ils doivent croire que les gens qui lisent ça ont une naïveté d'une petite fille de 4 ans, quoi. Parce que je vois pas trop d'autres explications sinon. Hein. Ah oui, et le plus extraordinaire, là-dedans, c'est encore la conclusion. Alors, écoutez bien ça. Hein. Nous avons été en mesure de démontrer une fois de plus avec ce sujet que l'autocorrélation de l'index d'équilibre végétatif, IEV, la matrice neurodynamique, l'âge biologique dynamique, la carte des vecteurs de l'activité cérébrale, l'indice de santé ainsi que d'autres valeurs se sont améliorées en moyenne de plus de 80%, ceci après 15 minutes seulement d'utilisation du chip. Voilà, tout est dit, je pense, hein, alléluia. Donc, si je résume un petit peu ce que je viens de lire là, on nous parle de choses qui ne sont absolument pas quantifiables, ni vérifiables, ni même mesurables scientifiquement, le tout enrobé de phrases absolument imbitables pour un petit peu noyer le poisson. Moi, ce qui m'étonne, c'est que s'ils sont vraiment aussi sûrs d'eux, pourquoi ils ne vont pas jusqu'à expliquer dans un document la méthode qui leur a permis d'en arriver à ces conclusions. Bon bref, je pense que le mieux c'est encore d'essayer d'avoir une approche un minimum scientifique. Donc on va effectuer quelques mesures, je vais me servir de l'analyseur de spectre pour ça, et on verra ce que ça donne. Visuellement, il n'y a vraiment rien de particulier à en dire. Cette puce se présente sous la forme d'un carré de 15 mm de côté qui fait environ 2 mm d'épaisseur. Sur sa face arrière, il y a un petit morceau de collant double face pour la maintenir plaquée contre les surfaces aussi bien horizontales que verticales. Elle est à peu près aussi rigide qu'une carte bancaire, et si on observe en détail sa tranche, on ne peut pas dire avec exactitude si elle est composée de deux parties jointes ou d'une seule pièce. Pour effectuer les mesures électromagnétiques, je vais utiliser la plus sensible de mes sondes proches, c'est celle-ci de 50 mm qui est une sonde H, c'est-à-dire sensible au champ magnétique. Pour ce qui est de l'instrument de mesure, j'utiliserai cet analyseur de spectre professionnel Siglent dont la plage de fréquence va jusqu'à 3,2 GHz. Et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec cet appareil, on s'en sert entre autres pour visualiser les différentes fréquences contenues dans un signal ainsi que leurs amplitudes. Et ici, il s'agira d'un signal radioélectrique. Pour ce qui est de l'installation, c'est classique, la sonde est connectée à son préamplificateur qui est lui-même relié à l'analyseur de spectre. On va commencer par un ordinateur portable, celui que j'utilise fréquemment dans mon labo. Donc je le survole avec la sonde pour déterminer à quel endroit l'émission de signal est la plus élevée. Vous avez l'amplitude en temps réel à l'image. Ça semble être apparemment ici, juste au-dessus du pavé tactile. Et d'ailleurs, si je m'en éloigne, le signal s'aplatit. Donc je laisse la sonde à cet endroit, et je dépose la puce juste au centre. Et je ne touche plus à rien. Bon, il n'y a rien de notable au niveau du signal qui n'est pas du tout affecté, mais je vais jouer le jeu jusqu'au bout et attendre 15 minutes puisque c'est ce qui est mentionné. Et j'en profite pour afficher la table des pics qui sont détectés dans le signal, ce qui permet d'avoir simultanément les 16 pics les plus importants. Voilà, 15 minutes se sont écoulées, et si on regarde la table des pics, on est exactement dans les mêmes valeurs. Il n'y a eu aucune amélioration, la présence de la puce n'a pas eu d'incidence. Deuxième test, cette fois j'ai choisi un boîtier d'alimentation qui est utilisé comme chargeur. Ça n'est rien d'autre qu'une alimentation à découpage. Vous voyez ce qui se produit lorsque je place la sonde au-dessus. Cela étant, les amplitudes n'ont rien d'anormal, on est dans des valeurs tout à fait convenables. Comme tout à l'heure, je pose la puce sur le boîtier d'alim, juste au centre. Les pics les plus élevés sont autour de moins 30 dBm, donc si j'attends 15 minutes comme ça, est-ce que ça va diminuer? Et 15 minutes après, voilà le verdict, les pics les plus élevés relevés sont toujours dans les mêmes valeurs, donc là encore, aucune incidence, la puce n'a pas eu d'influence sur l'émission électromagnétique de cette alim. Troisième test, je vais le faire sur une tablette Android Samsung, donc la manip est la même, je la survole avec la sonde pour déterminer où est le signal le plus chargé. Et a priori, ça serait juste ici. Donc c'est l'endroit le plus approprié pour y déposer la puce. Au niveau des valeurs, elles sont très faibles puisque le pic le plus élevé est mesuré à moins 43 dBm. Et 15 minutes après, voilà où en sont les mesures, on est toujours à moins 43 dBm, ce qui ne me surprend plus trop désormais.
Dernier test, j'ai ressorti une vieille console PS3 pour l'occasion, donc je détermine l'endroit le plus adéquat pour y déposer la puce. Ici ça me paraît très bien. Au niveau des valeurs du signal, on oscille entre moins 35 et moins 40 dBm, ce qui reste très faible, vous en conviendrez. Donc plus qu'à attendre 15 minutes. Voilà. Bon allez, je vais être honnête, j'ai pas eu la patience d'attendre 15 minutes, j'ai attendu que 10, et comme vous le voyez, même si j'avais attendu 30 minutes, ça n'aurait rien changé, cette soi-disant puce n'a absolument aucun effet sur les champs électromagnétiques. Et sans plus tarder, je procède à sa dissection pour voir jusqu'à quel point on est pris pour des pigeons. Dans un premier temps, je cherche à la découper en deux, mais vu la finesse de la tranche, c'est pas évident. En tout cas, j'ai l'impression de découper un simple morceau de plastique. Au bout de quelques secondes, vous pouvez voir ce que ça donne. Ça ressemble bien à une pièce de plastique, mais je vais continuer. Bon, comme ça je vais rien en tirer. Le mieux est encore de la découper en lamelles avec un petit ciseau pour voir si on trouve autre chose que du plastique à l'intérieur. Toujours rien de probant. J'en suis à la moitié, donc même en son centre, il n'y a rien non plus. Alors, je pense que maintenant tout le monde comprend pourquoi ce truc ne peut avoir aucune influence sur rien, dans la mesure où c'est juste un bout de plastique. Et oui, donc depuis le début, je perds mon temps avec un simple bout de plastique vendu 75 €. Bon, je pense pas qu'il soit vraiment nécessaire d'en dire tellement plus, je trouve ça pathétique. Par contre, ça veut quand même aussi dire qu'on a là des gens qui n'ont aucun scrupule à vendre un morceau de plastique à 75 €, sous prétexte qu'en le collant sur un appareil électrique, on sera protégé des ondes électromagnétiques qu'il émet et qui de toute façon ne sont pas nocives du tout à la base, vous avez pu voir les mesures sur l'analyseur de spectre. Mais ils vont encore plus loin dans leur délire, hein. Ils ont quand même pondu un document de 72 pages que vous pouvez télécharger sur leur site internet et que je vous invite à lire, et qui vantent les mérites de leurs produits, à travers des études mais totalement bidons qui n'ont aucune référence et aucune source réellement scientifique et surtout aucune preuve. Et tout ça co-signé et co-édité par des soi-disant scientifiques qui ont plutôt l'air d'être des gourous de secte qu'autre chose. Et mon avis, c'est que je pense que nous avons vraiment affaire là à une secte qui cherche à se faire de l'argent sur des gens crédules ou totalement désespérés. Et je trouve ça assez inquiétant et même totalement hallucinant qu'ils puissent continuer à faire ça sans être dénoncés. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on marche vraiment sur la tête. Bref, voilà, faites très attention à ce genre de supercherie, il y en a beaucoup plus que ce que vous pensez, et celle-là, elle est quand même énorme. N'hésitez pas à faire tourner cette vidéo, elle est là pour ça. Allez, je vous dis à la prochaine fois.